Dans cette vidéo, nous allons voir le dernier chapitre de notre premier thème et c'est un chapitre où on va parler un peu de technique puisqu'on va parler de collecte et de traitement des informations. Dans le premier document que je vous ai mis, c'est un exemple d'étude de marché. Donc là, c'est sur des produits de beauté végétaliens, donc qui n'utilisent aucun produit d'origine animale. Et c'est une étude qui regarde les prévisions de croissance entre 2020 et 2026 pour les fabricants L'Oréal, Procter Gamble et Unilever. Donc évidemment, c'est un sujet qui intéresse les vendeurs de cosmétiques puisqu'il y a de plus en plus de gens qui ne souhaitent pas avoir de produits animaux dans leurs cosmétiques ou dans leurs produits de tous les jours et il va y avoir une vraie demande sur ces produits. Donc voilà, on a un exemple de produit évidemment qui est mis. On a une liste de tous les fabricants de beauté végétaliens sur le marché. Donc vous voyez qu'il y en a quand même pas mal. Le rapport sur le marché des produits végétaliens est segmenté. Donc on a les différents segments, donc notamment en catégorie de produits, donc les soins des cheveux, de la peau, le maquillage, les fragrances, le soin de bain et les autres. Et puis on a aussi un critère de segmentation sociale, comme si c'est des femmes, des hommes, et puis là, c'est curieux comme formulation, mais on va dire plutôt des enfants. Voilà pour les segmentations. On a d'autres détails et en conclusion, le rapport présente l'analyse descriptive des acteurs d'élite soutenus par le marché parent des informations sur les mouvements actuels, passés et artistiques qui peuvent servir de guide rentable pour tous les concurrents commerciaux des produits de beauté végétaliens. Donc, là, c'est une étude très très restreinte, hein, mais ça nous donne quand même des petites indications qui pourraient nous être utiles si jamais c'est un produit qui vous intéresse à étudier pour votre étude de fin de semestre. Voilà, il y a d'autres sources, qu'on peut aller chercher. La question que je vous posais, c'est à quoi sert une étude de marché? Eh bien, vous vous rendez compte qu'une étude de marché, ça sert à aller chercher les informations dont on a besoin pour être sûr qu'on s'adapte à son environnement, qu'on a des idées pour l'avenir et qu'on n'a pas un nouveau concurrent qui va venir piquer tous nos clients. Donc, c'est un petit peu ça qu'on va regarder sur ce chapitre. On va regarder donc la collecte d'informations, puisqu'on l'a vu, hein, l'environnement il est complexe, il est instable, et puis en plus, il change tout le temps. Donc, c'est important pour l'entreprise de prévoir comment elle va retrouver l'information et l'information sur des éléments qui vont influencer son activité d'une part, et puis aussi il faut bien qu'elle connaisse ses clients. Si, comme je vous l'avais déjà cité comme exemple, la Renault Avantime qui était finalement trop cher pour les clients qui achètent du Renault d'habitude, eh bien voilà, c'est une erreur d'étude de marché qui a coûté cher à l'entreprise. Donc voilà, l'objet des études de marché, ça va être de récolter de l'information pour que l'entreprise elle prenne les bonnes décisions. On va avoir plusieurs parties dans ce chapitre. On a une première partie sur la veille informationnelle. Donc, on va regarder ce que c'est, évidemment, et quels sont les enjeux. Ensuite, on a une deuxième partie vraiment sur les études de marché. Et puis après, on regardera, pareil, on ne va pas trop approfondir, mais c'est important de savoir que ça existe, les systèmes d'information qui peuvent être utiles à l'entreprise. On commence donc avec la veille informationnelle et les enjeux de cette veille mercatique et commerciale. La veille mercatique et commerciale, elle consiste en l'observation systématique, c'est-à-dire permanente et organisée du marché de l'entreprise. Donc j'ai un système qui fait que l'information, elle arrive. Ça peut être une revue de presse qui est établie par mon service commercial, ça peut être d'autres choses, mais en tout cas, c'est systématisé. On a une information qui arrive de manière systématique. Donc, elle consiste à recueillir, analyser et traiter des informations. Des informations qui vont concerner les consommateurs, évidemment, leurs besoins, leurs motivations, leurs freins, actuels et futurs. Des informations qui vont aussi concerner les concurrents, les offres qu'ils proposent, les stratégies tarifaires qu'ils mettent en place, leur notoriété. Et puis aussi des œuvres qui vont concerner l'environnement, le micro-environnement et le macro-environnement, comme on a vu dans le chapitre précédent. Et les objectifs de cette veille informationnelle, cette veille donc mercatique et commerciale, c'est de connaître et comprendre les tendances du marché, d'analyser les évolutions et de prendre, comme je viens de vous le dire, les bonnes décisions mercatiques pour ne pas se tromper
dans le lancement de ces produits. Et vous l'avez compris, on va distinguer la veille mercatique et la veille commerciale. Et tout ça, c'est évidemment lié au marché. La veille mercatique, si on fait une petite loupe dessus, c'est l'analyse des évolutions d'un marché, du comportement des consommateurs sur ce marché et des entreprises qui sont présentes sur ce marché. Donc, les évolutions d'un marché, le comportement du consommateur sur ce marché et les entreprises qui sont présentes sur le marché. Donc là, cette veille mercatique, elle va nous permettre d'identifier des nouveaux marchés, de proposer des nouveaux produits et d'accompagner le lancement d'un nouveau produit. Ça, la veille mercatique, c'est plutôt dans cette optique-là. La veille commerciale, donc on arrive au petit 3, c'est l'analyse d'informations relatives aux partenaires existants et potentiels de l'entreprise. Donc vous avez vu, mercatique, c'est vraiment les consommateurs et les concurrents. Mais là, c'est les partenaires existants et potentiels de l'entreprise. Donc, on a toutes les informations pertinentes sur les clients, les fournisseurs, les distributeurs et les concurrents directs de l'entreprise. Elle peut être ponctuelle ou continue. On va faire une étude de marché ou alors on va mettre un système d'information en place. Finalement, la grande différence entre la veille mercatique et la veille commerciale, c'est le fait que la veille mercatique, elle va regarder le marché plutôt dans son ensemble, alors que la veille commerciale, c'est regarder vraiment un par un tous les partenaires. Donc, les enjeux de cette veille commerciale, c'est d'identifier de nouveaux prospects. On sait qu'on a nos clients qui s'adressent toujours à nous, mais on essaye d'en trouver d'autres. Ça va être aussi d'optimiser l'offre que l'on va proposer et de l'adapter vraiment à son client. Et puis, si jamais mon fournisseur fait défaut, eh bien, je vais avoir intérêt à retrouver rapidement une source d'approvisionnement pour continuer à fabriquer mes produits. Donc, vous voyez, on est vraiment dans la recherche de partenaires, concrètement. Quels sont les partenaires sur lesquels on peut compter dans notre marché? Et cette veille informationnelle, elle peut regrouper d'autres formes de veille. Et là, je vous les ai laissées. On peut avoir la veille concurrentielle. Donc, évidemment, on va vraiment regarder les concurrents, leurs politiques tarifaires, leurs produits et services, leurs résultats financiers, leur recrutement, leurs clients, leurs nouveaux contrats. Donc là, on regarde vraiment, vraiment complètement leur vie. Donc là, évidemment, on va ajuster notre argumentation commerciale en fonction de celle de nos concurrents. On peut aussi avoir une veille juridique, donc vous savez que nul n'est censé ignorer la loi, et pour une entreprise c'est important de savoir quelles sont les taxes, quelles sont les réglementations, encore plus quand elle veut vendre à l'international, puisqu'il faut qu'elle connaisse les réglementations locales et les évolutions de ces réglementations. Donc c'est pour ça que la veille juridique est importante aussi, elle va permettre d'anticiper tout changement lié à l'adaptation d'un texte de loi et de rentrer en toute légalité sur des marchés étrangers. Il y a aussi une veille technologique. On va regarder les dépôts de brevets de nos concurrents, l'évolution des normes, l'évolution des technologies. Et là, c'est primordial, puisque si vous avez raté le coche de l'écran tactile quand il est arrivé, eh bien, c'est fini pour vous. Donc la veille technologique, c'est important, et savoir ce qui se fait pour nous-mêmes prendre le train en marche et puis devenir plus efficace, avoir des techniques de production plus efficaces et puis des produits qui correspondent à la technologie d'aujourd'hui. Et puis aussi, là, on retrouve un petit peu notre macro-environnement, le concurrent micro-environnement. La veille juridique, ce serait plutôt du macro. Technologique, un petit peu des deux, mais dans le pestel, on l'a, donc ça serait plutôt du macro. Et sociétal, c'est bien du macro-environnement. Donc évidemment, je vais repérer les évolutions, par exemple, culturelles, les mœurs de mes clients cibles. Et le but, c'est de m'adapter, évidemment, à l'évolution de leurs besoins. On arrive maintenant aux différentes étapes qui doivent être respectées par une veille informationnelle, marketing et commerciale. En fait, cette collecte d'informations, elle doit être pensée, même si c'est un petit peu pénible, parce que quand on crée son entreprise, on n'a pas forcément envie de penser à cette collecte d'informations, mais il faut quand même y réfléchir pour pouvoir être sûr de prendre les bonnes décisions. Et cette collecte d'informations, elle va avoir un coût, elle va coûter de l'argent. Donc, il y a des ouvrages qui proposent 7 étapes ou différentes étapes dans l'élaboration d'une veille informationnelle. La première étape, c'est la définition des objectifs de cette veille et puis du budget. Combien on est prêt à payer pour réaliser cette veille informationnelle.
La deuxième étape, c'est d'identifier le champ de sa veille, c'est-à-dire qui on va regarder, quel domaine on va explorer, est-ce que c'est une veille technique, une veille sociétale, et puis voilà, vraiment délimiter qui et quoi. Ensuite, on va vraiment faire notre recherche d'informations. Ça peut être sur le web, ça peut être dans la presse, ça peut être en dehors du web, dans les salons, les relations publiques. Ça, on va l'évoquer un petit peu après. Et ce qui est important en quatrième étape, c'est de vérifier ces informations, s'assurer de la fiabilité de la source, de l'origine de l'information, et puis croiser différentes données. En cinquième étape, on va trier et organiser l'information qu'on a récupérée. On va l'analyser en sixième étape, on va faire une synthèse, on va construire des tableaux de bord, on peut construire comme ça des tableaux de bord où on voit ça c'est bon, ça c'est pas bon, pour nous évidemment. Et puis après on va diffuser à ceux qui vont en avoir besoin, notamment pour prendre des décisions. Donc on va pouvoir avoir défini un budget pour faire une étude de marché sur un nouveau produit qu'on veut lancer. On a diffusé l'étude. On va vérifier après qu'on ne s'est pas trompé, qu'on n'a pas interrogé que des femmes de 20 ans, alors que notre produit peut aussi s'adresser aux femmes de 50 ans. Voilà, on va analyser et on va faire le tri de l'étude. Et puis après, on diffuse pour que les personnes, elles décident si oui ou non on lance ce produit, est-ce qu'il va plaire ou pas. Donc voilà, là il y a ensuite, en deuxième document, je vous ai mis un petit schéma que j'ai trouvé sur la veille. Alors là, il y a un petit peu moins d'étapes, mais il n'y a pas l'étape de budget par exemple. On sélectionne les informations à rechercher, on les collecte, on les traite et on les met en forme, on les analyse et on les communique. Et puis vous voyez que c'est un éternel recommencement, puisque le temps qu'on ait fait tout ça, eh ben, il y a d'autres informations à récupérer sur le marché où on veut vendre ses produits. Et il y a certains sites, vous le voyez, qui conseillent de se créer une petite routine de veille, donc de prioriser son suivi. Donc là, c'est un petit peu l'organisation, qu'est-ce que je veux collecter, de vérifier la fiabilité, centraliser les informations, trouver son rythme, créer de la valeur, optimiser sa veille. Bon, voilà, c'est des termes assez techniques, mais vous voyez que finalement, il y a quand même pas mal de personnes qui réfléchissent à cette veille et à la mise en place de cette veille de manière efficace pour l'entreprise. Alors, où trouver l'information? C'est notre grand C. En fait, on l'a déjà évoqué, hein, il y a plusieurs sources d'informations possibles et c'est important de les multiplier, puisque comme on l'a dit, il faut croiser les informations et vérifier que les avis concordent et que on peut se lancer dans ce produit. Quoi qu'il arrive, l'information, elle doit être de qualité. Une information de qualité, elle a plusieurs caractéristiques. Elle est récente, elle est lisible, elle provient d'une source sûre et elle est pertinente et cohérente. Voilà, quatre facteurs qui font d'une information qu'elle est de qualité ou pas. Et sur les différentes sources d'informations, bien évidemment, on peut avoir des articles de presse spécialisés. Il va falloir éviter les blogs ou les choses comme ça. Les sites eux-mêmes des entreprises sur lesquels on peut trouver pas mal d'informations et vous pouvez aussi aller les chercher pour faire vos études. Souvent, il y a des entreprises qui, dans leur page web corporate, hein, vraiment pour finalement leurs actionnaires, eh bien, elles mettent les chiffres, elles mettent le rapport moral de l'année précédente, elles mettent leurs résultats financiers. Donc, il y en a beaucoup qui le font. Et donc, les sites des entreprises peuvent nous permettre d'en savoir plus sur nos concurrents, par exemple. Et puis, il y a des revues spécialisées aussi, des revues spécialisées dans le marketing, management, capital, puis il y en a évidemment beaucoup d'autres qui vont faire des études et qui vont nous permettre d'avoir une information assez rapide à analyser plutôt que si on doit aller chercher ces chiffres soi-même. Dans ce quatrième document, voilà, j'ai trouvé d'autres petites choses, d'autres petites sources. Bon, les rapports d'activité, ça c'est ce qu'on peut trouver sur les sites des entreprises. Les documents publicitaires des concurrents et de leurs partenaires, ça peut être intéressant aussi parce que vous pouvez dire « Ah ben il a pensé à mettre ça, moi j'y avais pas pensé » et du coup c'est intéressant parce que vous allez vous adapter. On peut avoir les documents, oui, je vous l'ai dit, des documents commerciaux, oui, les sites internet, les interviews de dirigeants sur des blogs, la presse spécialisée ou même les chaînes comme BFM Business par exemple. Les pages personnelles des collaborateurs, alors là du coup on rentre un petit peu dans la vie privée, mais si on a l'impression qu'il y a un problème avec ci, avec ça, ça peut nous aider à nous trouver une stratégie
pour gagner des clients. Les salons en fait, on ne connaît pas beaucoup quand on n'est pas dans le bain, mais les professionnels participent à beaucoup de salons pour présenter leurs produits. On a le salon nautique, le salon de l'agriculture, il y a beaucoup de salons qui sont organisés pour regrouper les professionnels et les permettre à chacun de se faire connaître et de connaître les autres. Les manuels d'utilisation des échantillons, les journaux d'entreprise, etc., etc. Donc, il y a pas mal de choses qui nous permettent d'avoir des informations sur notre environnement, notre marché et nos partenaires. Quels sont les types d'informations? Donc là, c'est un autre document qui nous permet d'avoir les différentes formes d'informations qu'on peut trouver. On peut trouver des informations de type texte. Donc évidemment, ça, on va les trouver dans des publications, des articles, des brevets, etc. Donc ça, en général, c'est formel. On a ensuite des informations de type expertise. Donc là, ça vient de l'information interne, des rapports très précis. Et là, ça reste une information formelle. Et puis, ce qui est intéressant, vous voyez dans ce tableau, c'est l'information floue. Et donc là, cette information, elle vient des réseaux de personnes d'origine diverses. Et ça peut être les on-dit, ça peut être les sites internet, ça peut être les pages Insta, etc. Et donc là, c'est complètement informel. Et ces informations, elles sont pas complètement sûres, mais elles donnent quand même la tendance générale. Et puis, on retrouve nos foires et salons. Donc, on est allé sur un salon, on a rencontré des gens, on a rencontré des clients qui nous ont dit, eux, ils sont bien, eux, ils sont pas bien, eux, je les ai trouvés bien, eux, je les ai trouvés moins bien. Et donc, ça va nous permettre d'avoir des informations intéressantes. Donc là, on a un mix entre des informations formelles et informelles. Et on va essayer d'avoir le plus possible d'informations sur les autres pour nous-mêmes proposer la meilleure solution à nos clients. Donc, vous avez compris que une entreprise, elle doit mettre en place un système pour recueillir des informations utiles sur son environnement et elle va finalement récolter ces informations un petit peu partout pour être sûre d'avoir la bonne information au bon moment pour prendre la bonne décision. On arrive à notre deuxième partie sur les études de marché. Et donc, les études de marché, on en entend beaucoup parler et peut-être que vous avez déjà été appelé pour répondre à des questions par un institut de sondage, par exemple. Et les entreprises, elles font souvent des études de marché pour savoir un petit peu la tendance, notamment dans les besoins de ses clients, de leurs clients. Donc, il existe trois principales études de marché. On a les études documentaires, celles avec lesquelles on va commencer. Ensuite, on a les études quantitatives et enfin, on a les études qualitatives. Alors, nos études documentaires, on peut dire que c'est une étude exploratoire puisqu'on va chercher à récolter des documents qui vont nous permettre d'avoir l'information. Donc, si on cherche une définition des études documentaires, ce sont des recherches d'informations où l'entreprise va chercher des documents et données qui existent déjà. Et évidemment, je dois avoir précisé, comme on le disait tout à l'heure pour notre veille, eh bien, je dois avoir précisé les informations qui me seront utiles pour ne pas me faire perdre dans la masse des informations que je pourrais récolter. Vous avez compris la différence entre la veille informationnelle et les études de marché. La veille informationnelle, c'est toujours un téléphone en veille, il est prêt à s'allumer s'il y a besoin, mais il fonctionne toujours. Alors que les études de marché, c'est plus ponctuel. Donc, dans ces études documentaires, eh ben, on retrouve nos différentes sources d'information. Et là, on peut distinguer les sources d'information externes, celles que l'on va chercher en dehors de l'entreprise, et les sources d'information internes, celles qu'on va chercher à l'intérieur de l'entreprise. Parce que dans l'entreprise, il y a aussi plein d'informations qui sont utiles pour la prise de décision. Donc vous voyez, sur les différents points, vous pouvez avoir différents organismes qui vont nous donner des informations, l'INSEE par exemple, les ministères, l'AFNOR, l'Institut national de la propriété industrielle, etc. Vous pouvez avoir des rapports d'activité, des manifestations professionnelles, on l'a déjà dit, des études réalisées par des organismes publics ou privés, des revues spécialisées, des réseaux sociaux, les sites internet, etc. Donc là encore, vous voyez qu'il y a plus ou moins formel. Ce que j'ai récupéré sur les réseaux sociaux, c'est plus informel, alors que ce que j'ai eu sur l'INSEE, forcément, c'est quelque chose de très formel avec une source sûre.
Au niveau interne, vous pouvez aller voir le personnel de l'entreprise en contact avec les concurrents peut-être, et même ceux qui sont en contact avec les clients pour connaître les attentes des clients. Et si le commercial il vous dit bah moi le client il n'a pas pris ce produit, il n'a pas pris notre produit, il a préféré un autre parce que il y a ça, 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 et bien c'est des informations évidemment très utiles pour adapter le produit et ne plus perdre de clients. Vous pouvez avoir les rapports des représentants, des statistiques de vente, les bases de données clients et fournisseurs qui nous disent si nos clients ils sont très petits ou très grands, est-ce qu'ils sont éclatés géographiquement ou pas, la documentation commerciale, est-ce qu'elle est efficace, est-ce qu'elle plaît, les retours du service après-vente, les documents comptables, les rapports commerciaux, etc. Donc vous voyez qu'il y a plein de choses qu'on peut regarder pour voir si notre produit il correspond aux attentes de la clientèle et si on est meilleur que nos concurrents. Ou en tout cas si on réussit à faire notre petit trou dans ce grand marché et qu'on arrive à être rentable. On finit cette sous-partie avec les avantages et inconvénients de cette étude documentaire. Bon, bah, l'avantage, c'est que c'est un coût relativement faible puisque les informations, elles existent déjà. On peut rapidement collecter l'information et puis cette information, elle est disponible. Je vais faire des recherches internet et quelque part, ça va me prendre moins de temps que si je fais toute une étude. On peut aussi voir comme avantage le fait que mes informations, elles peuvent être très diverses et je peux avoir un site qui me dit quelque chose, un autre qui me dit autre chose et je vais confronter pour essayer d'en trouver un troisième peut-être qui me donne lui aussi sa version, mais on peut avoir plein d'informations. Les inconvénients, évidemment, c'est que on n'est pas complètement sûr de la qualité et de la fiabilité des informations, puisqu'on est allé les chercher sur des sites qui sont plus ou moins formels. Les informations, elles peuvent être parfois trop générales, et vous le verrez quand vous allez chercher vos informations pour faire votre dossier. Parfois, ça va être trop large. Vous voulez étudier le marché du shampoing, et puis on va vous donner le marché du cosmétique, et du coup, ce ne sera pas complètement ça. Certaines données, je vous l'évoquais, elles peuvent être aussi contradictoires entre elles, c'est-à-dire que vous allez plus savoir exactement quelle donnée est fiable pour vous ou pertinente, la plus pertinente pour vous. Et puis, forcément, les concurrents, ils peuvent avoir les mêmes informations et ça les rend peu stratégiques. Vous n'avez pas là de primeur stratégique par rapport à vos concurrents, puisque eux aussi, ils ont pu aller chercher la même information que vous, vu qu'elle est accessible sur Internet. En tout cas, pour réaliser votre dossier, c'est la première chose que vous devez faire, cette étude documentaire. Donc, allez sur Internet, cherchez sur les sites des entreprises qui vous intéressent, cherchez sur les sites des concurrents. Voilà, c'est vraiment la première chose que vous allez faire. Et dans un deuxième temps, vous compléterez les informations qui vous manquent avec une petite étude de marché, une petite étude quantitative. Mais encore une fois, il ne faut pas tout miser sur l'étude quantitative. Prenez le temps déjà de voir ce qui existe, parce que ce sera forcément plus rapide que si vous faites une étude de marché à 150 questions, et après pour analyser, ça va être l'horreur. Donc vous retenez, pour réaliser votre étude, vous vous basez d'abord sur une étude documentaire, des recherches internet pour compléter les différents éléments que j'attends de vous. Et puis après, quand il vous manquera des informations, vous vous direz ah bah ça, je pourrais demander, vous construirez votre étude de marché. Et donc c'est là qu'on arrive à notre étude quantitative, notre grand B. Alors une étude quantitative, c'est la collecte et le traitement par l'entreprise d'un ensemble d'informations précises sur un marché. Donc, dans ces études quantitatives, on cherche à répondre aux questions qui, quand, où, combien. Donc le QQO, QCP, qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi. Là, on utilise le qui, quand, où, combien. Qui veut acheter mes produits, quand est-ce qu'il les achète, où est-ce qu'il les achète et combien ils sont prêts à payer. Quelque part, c'est les informations qu'on va leur demander. Bon, et puis forcément, cette étude quantitative va nous permettre de réfléchir sur le quoi, quels produits attendent les consommateurs, quelles caractéristiques, etc. Les objectifs de notre étude quantitative, on peut en citer 3. D'abord, c'est la recherche des informations pertinentes nouvelles pour faire un état des lieux du comportement d'achat, de consommation, des besoins du consommateur.
De valider les hypothèses aussi, parce que forcément, quand on lance notre étude de marché, eh bien, on sait un petit peu déjà où on voulait aller. Et donc, on valide ou pas. Est-ce que ça va marcher ou pas? Est-ce que tel packaging, ça plaît plus que tel autre packaging? Et puis, ça va nous permettre de mesurer certains éléments, de prévoir le nombre de produits qu'on va vendre. Et évidemment, ça va nous permettre de réaliser notre business plan et d'estimer l'activité finale de l'entreprise. Grâce à ces informations, vous allez pouvoir collecter des informations, grâce à ces études, vous allez pouvoir collecter des informations sur la demande, sur l'offre et sur vos concurrents, et puis sur l'environnement évidemment. Mais vraiment, vous allez en général l'adresser à la demande, à vos clients potentiels, actuels, futurs, etc. On va aussi voir si le client, comme je vous le disais pour l'emballage, il est attiré ou pas par les décisions du marketing mix qu'on va évoquer dans notre deuxième partie. Donc, est-ce qu'il est sensible au prix? Est-ce qu'il est sensible au marketing à la vente, à la promotion? Est-ce qu'il est sensible au packaging? Est-ce qu'il est sensible à la marque? Est-ce qu'il est sensible au prix? Est-ce qu'il est sensible au lieu de vente? Et tout ça, ça va faire que notre produit, il va être plus ou moins bien perçu, plus ou moins bien accueilli par nos clients. Et donc, il vaut mieux forcément s'adapter aux besoins du client. Il y a différentes techniques d'études quantitatives. Vous voyez, on arrive à notre petit 1. La première, c'est le recensement. Le recensement, c'est une étude ponctuelle auprès de la totalité d'une population ciblée. Ça veut dire, vous avez choisi de cibler tous les clients qui rentrent dans le magasin. Tous, 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 tous. Donc là, vous ne faites pas de différence, vous ne faites pas de statistiques préalables, vous interrogez tout le monde. Mais le recensement, évidemment, c'est très très cher. Et puis, il y a certains clients qui ne vont pas vouloir répondre. Donc, ce n'est pas souvent ce qui est fait. Deuxième technique d'étude quantitative, on a le sondage. Le sondage, c'est une étude ponctuelle et partielle qui fait appel aux techniques d'échantillonnage pour réaliser le questionnaire. Donc le sondage, on va se dire, dans notre clientèle, on a tant de pourcents de femmes, tant de pourcents d'hommes, tant de pourcents de personnes de moins de 25 ans, tant de pourcents de personnes entre 25 et 50, etc. Donc quand on connaît ces pourcentages, eh bien on va dire, on va interroger 100 personnes et on garde les mêmes pourcentages, femmes, hommes, enfants, et puis 25-50, moins de 25, plus de 50, on garde les mêmes proportions. Ce qui nous permet de nous dire, les résultats qu'on a eu avec les 100 personnes, eh bien, ils vont correspondre aux résultats qu'on aurait eu si on avait fait un vrai recensement. Vous pouvez aussi avoir un baromètre. Donc là, c'est un sondage répétitif à intervalles réguliers sur un échantillon de personnes différentes. Donc là, dans le baromètre, on va répéter tout le temps le sondage. C'est par exemple les sondages d'opinion sur les hommes politiques qui se répètent assez régulièrement. Et donc là, ça va renseigner sur l'évolution de l'opinion et la consommation du produit. Donc, on va toujours, de manière répétitive, essayer d'interroger les clients. Ça peut être les bornes qu'on a parfois en sortant d'un magasin. À la poste, je crois qu'il y a ça. Vous avez le sourire, le moyen, le pas content. Vous appuyez sur le bouton selon votre opinion liée à votre visite. Vous pouvez aussi avoir une enquête par souscription. Et donc là, on a une enquête collective qui est réalisée par un cabinet pour le compte de plusieurs entreprises. Donc là, on va faire appel à un cabinet comme d'autres entreprises et le cabinet va réaliser toute l'enquête pour nous. On peut aussi avoir un panel. Et donc là, un panel, c'est un échantillon permanent de répondants représentatifs d'un univers donné. Alors par exemple, vous avez pu sélectionner un panel de personnes pour tester vos yaourts et votre offre de yaourt. Et régulièrement, vous les faites venir dans vos locaux, vous les faites tester vos produits. Et là, alors, la texture, comment vous la trouvez? Est-ce qu'elle est plus ou moins agréable? Est-ce que c'est mieux comme ça? Est-ce que c'est mieux comme ça? Qu'est-ce que vous préférez? Et puis, au regard, j'imagine du café là.
Est-ce que vous préférez quand il est tout noir? Est-ce que là, quand il est légèrement pailleté? Est-ce que quand il y a de la mousse, quand il n'y a pas de mousse, etc. Et puis après, au goût, évidemment, est-ce que vous préférez celui-là? Est-ce qu'il est trop corsé, pas assez fruité, trop fort, trop faible? Et donc, comme ça, les gens qui sont dans les panels, ils ont toute une grille et ils doivent répondre précisément aux questions. Et donc, évidemment, l'entreprise, elle y a réfléchi avant aux questions. Elle veut savoir vraiment les opinions. Et donc là, vous voyez que c'est une étude très poussée. Il y a des panels de consommateurs comme ça qui peuvent exister, qui peuvent être composés de 7 à 10 000 foyers. Et c'est des entreprises comme Nielsen, Kantar, Kantar et Secodip, Secodip, qui sont des panélistes et qui recrutent, on va dire, des panels de consommateurs pour faire des études. Mais il peut aussi y avoir des panels élaborés par l'entreprise elle-même qui a son panel de consommateurs et puis les fait venir pour connaître leur opinion sur les différentes offres qu'ils veulent mettre en place. Et puis dernière technique pour les études quantitatives, c'est les marchés tests. Et donc vous pourriez dire, eh ben voilà, on va tester sur une ville pour voir comment ça marche. On teste notre produit sur une ville et puis après, si ça fonctionne, on le généralise. Et ça, on l'entend souvent aussi dans les politiques publiques, dans les études sur le couvre-feu, sur la vaccination, sur les tests systématiques. Et donc, c'est testé dans une ville et puis si ça fonctionne, on le généralise. Ça nous permet de voir évidemment l'accueil à petite échelle avant de mettre tous les moyens pour la diffusion à grande échelle. On peut se demander maintenant dans notre deuxième sous-partie comment on fait notre questionnaire, puisque en fait ce questionnaire il va devoir répondre à vos attentes. Donc vous avez compris que au moment où vous élaborez le questionnaire, vous avez déjà une idée des informations que vous voulez obtenir et des informations qui vous manquent, d'accord, ou que vous voulez confirmer. Donc la première chose à faire, c'est de définir l'objectif de l'enquête. Vous l'avez compris, hein, ça fait plusieurs fois que je le dis, à chaque fois qu'on veut réaliser une enquête ou une veille informationnelle, on va commencer par se poser et se dire, bon, de quoi on a besoin, combien on peut payer et quels sont mes objectifs. Donc forcément, dans cette première étape, vous allez préciser ce que vous cherchez à savoir au travers de l'étude, définir le profil type du client, du consommateur, savoir combien il est prêt à payer, savoir s'il est satisfait du prix qui est proposé, savoir s'il est content du packaging, est-ce qu'il voudrait un packaging, est-ce qu'il est sensible au packaging écologique, si jamais il a un emballage recyclable pour un cosmétique, est-ce qu'il va vraiment le mettre au recyclage, est-ce qu'il recycle, est-ce qu'il est sensible aux produits, je pense à mon exemple des cosmétiques tout à l'heure, est-ce qu'il est sensible aux produits ou qui n'utilisent pas de produits animaux, etc., etc. Vous allez fixer aussi, donc une fois que vous savez quelles sont les informations qu'il vous faut, vous allez fixer aussi les contraintes que vous devez respecter. Le temps, puisque les entreprises comme vous n'avez pas un temps extensible pour réaliser cette étude, et les finances, le budget, et qui va le faire. Donc là, on va voir après, hein, aujourd'hui, pour faire des études, à notre niveau en tout cas, ce qui va être facile, c'est tous ces logiciels où les gens peuvent répondre en ligne, et comme ça nous permet d'avoir les résultats. Ensuite, on va déterminer l'échantillon. Donc, on est plutôt dans une technique de sondage. Hein. On va pas faire un recensement. Vous n'allez pas vous lancer dans l'étude large. Hein. Je ne veux pas non plus que vous vous lanciez dans trop de questionnaires. Parce que parfois, après, on croule sous l'information. Et le but, c'est pas que vous perdiez du temps à analyser toute l'information. Parce que vraiment, gérer l'information, ça prend du temps. Mais une entreprise classique, elle va déterminer son échantillon. Hein, donc, à quel moment notre échantillon va être représentatif pour vraiment rendre compte des attentes, des besoins, de l'accueil lié aux produits de nos consommateurs. Donc, c'est là qu'on retrouve en fait une bonne étude. Elle commence par un bon échantillonnage de notre population pour être sûr d'avoir tous les avis possibles. Vous pouvez le faire de manière aléatoire, donc là vous essayez
vous faites comme vous pouvez. Ben voilà, on a interrogé 70% d'hommes et 30% de femmes parce que dans les personnes qui se sont présentées, il y avait 70% d'hommes et 30% de femmes. Ou alors j'ai pris ceux qui voulaient bien répondre. Donc là, c'est complètement aléatoire. Et puis, vous pouvez le faire de manière raisonnée, comme je viens de vous l'évoquer. Vous allez réfléchir en amont aux proportions de la population totale et puis comment vous voulez vraiment enfin, respecter ces proportions dans l'échantillon que vous voulez utiliser. Donc ça, c'est de manière générale, mais vous avez retenu pour vous, pour l'étude que vous devez faire, eh bien, je vous demande d'interroger une vingtaine de personnes, ça suffira. Pardon, une vingtaine de personnes, ça suffira. Et puis, vous n'êtes pas obligé de faire un échantillonnage raisonné. L'échantillonnage aléatoire, ça suffira. Vous diffusez l'enquête sur les réseaux sociaux, à votre famille, et ça ira très bien pour notre niveau en tout cas. Comment on administre un questionnaire de manière générale, une enquête? Eh bien, il y a plusieurs manières d'administrer son enquête et d'avoir des résultats, des réponses. On peut avoir les enquêtes en face à face. Vous allez chez les gens, vous leur posez vos questions. Il y a des avantages parce que vous avez un contact direct et vous avez les réponses spontanées. J'ai réduit un peu parce que ça me semblait un peu gros comme police. Donc, c'est instantané et puis vous avez des bonnes conditions pour interroger la personne. Par contre, bah, c'est un coût élevé évidemment de payer quelqu'un qui va aller de porte en porte pour voir tout le monde. Et bon, et puis en plus, vous risquez d'influencer un petit peu, en tant qu'enquêteur, vous allez influencer la personne qui est sondée. C'est possible. Vous pouvez aussi faire une enquête sur le lieu de vente ou dans la rue. Donc là, vous interpellez les gens en leur disant est-ce que vous voulez bien répondre à quelques questions. Là, vous avez les réponses tout de suite, donc ça c'est bien. Par contre, il y a beaucoup de personnes qui vont vous dire qu'elles refusent de vous répondre. Il y a beaucoup d'enquêtes qui se font aussi par téléphone, parce que là, vous pouvez vraiment sonder les gens et, enfin, plutôt faire votre échantillon quelque part. Vous voulez interroger des hommes, des femmes, donc, ou des personnes âgées, des personnes qui résident en Île-de-France, à Nice, à Marseille, etc. Donc là, vous pouvez bien faire votre échantillonnage. Par contre, pareil, vous avez un taux de réponse qui est assez faible, puisque peu de personnes qui vont dire « Ah oui, oui, bien sûr, je vous attendais pour répondre à vos questions pendant 10 minutes ». Et puis, ce qu'on va faire, nous, hein, c'est l'enquête par correspondance. Alors, on ne va pas faire par courrier, parce que là, bon, même si ça peut être intéressant, parce que là, vous envoyez, vous n'avez pas besoin d'une personne qui pose toutes les questions une par une. Quelque part, le courrier, c'est un petit peu désuet aujourd'hui. Et par Internet, ça se fait beaucoup. Voilà, donc tout à l'heure, on va regarder hein, comment fonctionne, enfin, comment on lance un questionnaire sur Google Forms. Vous allez voir que c'est assez facile. Donc là, c'est assez simple. Par contre, bon, bah, parfois, on peut avoir aussi une saturation et on ne peut pas choisir non plus les personnes à qui on administre le questionnaire et on n'est pas sûr complètement qu'elles ont répondu avec grande sincérité. Comment vous rédigez, alors non, c'est bon. Comment vous rédigez votre questionnaire? Alors, concrètement, quand vous allez, donc vous avez une vision de ce que vous voulez avoir, vous avez une vision des informations que vous avez réussi à obtenir lors de votre étude documentaire, et ensuite vous avez une vision des informations qui vous manquent ou celles que vous voulez confirmer. Ça va être la même chose pour l'entreprise. Mais pour créer un questionnaire, on va respecter quelques règles. Donc, on peut avoir plusieurs questions. On peut avoir des questions fermées. Là, on va avoir des réponses qui sont proposées, bah, comme les QCM que vous connaissez bien. À choix unique, on a une réponse possible, ou à choix multiple, on a plusieurs réponses possibles. On peut avoir des questions fermées à choix multiples ordonnés, donc on va classer par priorité. On peut avoir des échelles d'attitude. Est-ce que vous êtes plus ou moins satisfait? Comme je vous évoquais pour la poste tout à l'heure, on est dans le vert, on est dans le jaune, le rouge, le orange, etc. Des questions ouvertes, où là, il faut que la personne sondée, elle dise. Alors là, c'est bien et c'est pas bien, parce que ça demande un temps de traitement assez long. Vous pouvez avoir la question filtre posée en début de questionnaire. Est-ce que vous avez un téléphone portable? Oui, non. Alors, si c'est non, on passe direct à la question 20. Si c'est oui, on passe à la question 2. Et on a les questions d'identité. Donc, parfois, on peut avoir à poser quelques questions d'identité pour cibler vraiment. Ça peut être les questions sur l'âge,
et les questions sur le sexe. On peut aussi avoir la situation, la catégorie socio-professionnelle. On peut aussi avoir l'emplacement, enfin le domicile, voilà, le lieu d'habitation. Donc voilà, différents éléments qui pourraient vous être utiles pour affiner vraiment votre, votre analyse après. Pour formuler vos questions, il y a quelques règles. Il faut toujours faire des questions courtes. Jamais une phrase qui est trop longue, qui a trop de propositions subordonnées. On essaye d'être le plus direct, le plus court possible. Pas de termes techniques. Vous essayez de... par exemple, vous allez pas... vous saurez bien ce que c'est que le marketing mix à la fin du semestre. Ne posez pas une question. Êtes-vous satisfait du marketing mix de l'entreprise? Parce que là, on va vous dire, c'est quoi? Peu d'appel à la mémoire, donc n'essayez pas de croire que la personne qui vous répond, elle a une grosse mémoire par rapport au produit. Il faut tout lui dire. Donc, est-ce que vous avez vu ces produits? Est-ce que vous vous rappelez que les couleurs sont rouges et noires, etc. Pas de termes vagues et pas de négation dans la question. N'êtes-vous pas conscient ou n'êtes-vous pas satisfait? Et du coup, on ne sait plus si on doit répondre oui ou non pour dire qu'on est satisfait. Donc, pas de négation, pas de questions négatives finalement. Dans l'organisation des questions, maintenant, on parle souvent d'une structure en entonnoir. Vous pouvez commencer par les questions très générales et préciser au fur et à mesure les questions en s'orientant vers l'objectif. On va pouvoir se dire que notre personne, elle a besoin d'être en confiance pour vous dire son âge, sa catégorie socio-professionnelle, ses données personnelles, quoi. Donc en général, on les met à la fin. On ne commence pas par les questions de police dans le questionnaire. Et puis, si vous avez une page que vous voulez présenter, vous préférez le faire en face à face, il va falloir un en-tête, mentionner le thème de l'enquête. Et même si vous faites un petit questionnaire et que vous le diffusez sur vos réseaux sociaux, vous allez expliquer. Je fais une étude pour mon cours de marketing. Est-ce que vous voulez bien répondre à ces quelques questions? Voilà. Donc, l'en-tête, c'est le thème. Les shampoings véganes. Et puis, vous pouvez avoir la petite introduction, c'est ce que je viens de vous dire, le corps du questionnaire. Et puis après, vous pensez à remercier les personnes qui vous ont consacré du temps. Donc après, concrètement, une fois qu'on a préparé tout ça, on y va concrètement. Hein, on se lance dans l'administration du questionnaire, on envoie les invitations à répondre, on va voir les gens avec sa feuille pour cocher, etc. Et ensuite, on va analyser les résultats. On a tout récupéré, on analyse les résultats. Et c'est là que les logiciels sont très très pratiques et vont nous permettre de gagner du temps puisqu'ils vont nous faire les graphiques, ils vont nous faire le tri, et donc ça c'est vraiment pratique. On distingue deux catégories de tri dans l'analyse des résultats. Vous pouvez avoir ce qu'on appelle le tri à plat. Donc 80% des personnes interrogées sont contents ou apprécient le packaging des gâteaux Belin. Et vous pouvez avoir le tri croisé aussi, où là, on met en relation une réponse à une question par rapport aux réponses à l'autre question. Donc, parmi les personnes interrogées, 80% des femmes apprécient l'emballage des biscuits, mais il n'y a que 60% des hommes. Alors peut-être qu'on peut essayer de plaire un peu plus aux hommes, vous voyez? Et du coup, le tri croisé nous permet, en fait, c'est souvent en utilisant les informations personnelles qu'on va faire un tri croisé. Vous pourriez dire 80% des personnes qui n'ont pas de réfrigérateur n'ont pas de réfrigérateur parce qu'elles manquent de moyens financiers. Et là, évidemment, vous auriez posé la question, avez-vous un réfrigérateur? Et puis, une question sur les raisons qui font que... Voilà. Voilà. Bon, évidemment, cette analyse, elle passe souvent par des graphiques. Hein. Lancer les chiffres comme ça, imaginez, vous avez plusieurs réponses, 5 réponses à chaque question. Il vaut mieux faire un graphique, un diagramme circulaire, un camembert, et là, c'est plus pratique. Et les entreprises, évidemment, c'est ce qu'elles font. Quels sont les avantages et les inconvénients de ces études quantitatives? Eh bien, vous allez obtenir des réponses précises, vous allez obtenir des informations de bonne qualité parce qu'elles sont actuelles et pertinentes. Vous avez là l'exclusivité des informations, contrairement à la ressource documentaire, à la recherche documentaire. Vous avez la possibilité de contrôler le recueil d'informations, c'est vous qui décidez.
et vous avez une étude sur mesure qui correspond vraiment à ce dont vous aviez besoin. L'inconvénient, c'est que le coût peut être élevé, que ça va prendre du temps, donc le processus est assez lourd, et puis voilà, oui, le délai d'obtention, il est long. Si vous voulez analyser correctement pour que ça vous serve, il faut une certaine rigueur, et cette interprétation des chiffres peut être subjective. Voilà. Après aussi, on peut avoir une lassitude face à des sollicitations répétées. Comme d'habitude, hein, tout le monde ne se réveille pas le matin en se disant « Tiens, je vais répondre à un questionnaire ». Voilà pour les études quantitatives. Et on arrive aux études qualitatives. Donc les études qualitatives, elles, ce sont des études en profondeur qui cherchent à mieux comprendre le consommateur du public, ses opinions, ses freins, ses motivations, ses attentes. Et donc là, elles cherchent, tout à l'heure on avait les questions qui, quand, comment et où. Et là on a la question pourquoi. Pourquoi ma marque souffre-t-elle d'une mauvaise image? Pourquoi les clients sont de plus en plus énervés? Donc là on est vraiment dans la recherche vraiment de raisons. D'accord? Et on ne peut pas se limiter à vous êtes content, oui, non. On va vraiment aller dans le détail. Vous avez plusieurs techniques d'études qualitatives. Vous pouvez faire d'abord des entretiens individuels. Donc là, vous allez essayer d'aborder des sujets délicats, des questions plus intimes dans la durée. Ça suppose que quelqu'un a bien voulu vous répondre. Vous pouvez aussi faire des réunions de groupes restreints. Et donc, vous allez essayer de comprendre, de sélectionner des consommateurs. Imaginez, vous avez des consommateurs qui vous ont contacté parce qu'ils n'étaient pas satisfaits de vos produits. Vous allez les recontacter pour essayer de les mettre ensemble, qu'ils discutent. S'ils sont d'accord, alors en général, il va falloir prévoir une compensation, soit financière, soit avec des produits ou quelque chose comme ça. Donc, vous pouvez essayer de réunir des personnes qui seraient encadrées par un animateur professionnel et on va essayer de leur faire exprimer leurs motivations, leurs freins, etc. Vous pouvez aussi aller sur Internet et analyser les communautés qui émergent sur Internet. Donc vous allez, on a un peu évoqué ça lors du marketing tribal, vous allez vous rendre sur un groupe qui correspond à peu près à la tribu que vous voulez séduire, et puis vous allez essayer de la comprendre au mieux et de comprendre ses attentes, ses motivations, ses freins. Et ça s'appelle la netnographie, et c'est une contraction entre le net, un network, internet, et l'ethnographie. Et donc vous allez chercher à observer les communications des membres d'une communauté en cherchant à leur donner un sens. Donc vous cherchez à donner un sens qui sera forcément utile pour votre entreprise. Enfin, vous pouvez aussi faire une étude par du crowdsourcing. Crowd, la foule, et sourcing, approvisionnement. Donc, approvisionnement par la foule. Et donc, vous allez essayer de mobiliser une communauté. En général, c'est sur Internet. Et puis, on va essayer de comprendre. Les gens s'enregistrent en ligne. On va essayer de comprendre leur motivation, leurs freins comme ça. Donc, on va les sélectionner sur Internet. Est-ce que c'est les clients qui nous suivent sur nos pages dans les réseaux sociaux? On va lancer une petite enquête comme ça et pour essayer de comprendre ce qui leur plaît et ce qui ne leur plaît pas. Les avantages et les inconvénients des études qualitatives. Alors, vous avez des réponses précises, de bonne qualité, toujours actuelles et pertinentes. Vous avez l'exclusivité, comme tout à l'heure, des informations. Vous pouvez contrôler. Vous avez une étude sur mesure et vous avez une étude approfondie. Par contre, forcément, le coût il est assez élevé parce que là, on rentre dans le qualitatif. Donc, non seulement l'étude, elle est longue à faire, mais en plus, on doit analyser et l'analyse, elle prend du temps. Le délai d'obtention peut être long, des informations. L'analyse des informations, évidemment, ça demande une certaine rigueur, il ne faut pas se tromper. Et l'interprétation peut être subjective, donc il ne faut pas se tromper dans l'interprétation de nos informations. Voilà pour la recherche informationnelle dans le but de vendre ses produits, mais on peut aussi mettre en parallèle à cette recherche informationnelle avec les systèmes d'information qui, eux, vont nous permettre d'être plus efficaces dans notre production.
Et les systèmes d'information, en fait, les entreprises aujourd'hui, elles en ont beaucoup recours parce que ça simplifie la vie. Imaginez l'entreprise qui sait dès qu'il y a un produit qui sort, elle connaît l'état de son stock, il y a un produit qui sort du stock, qui est vendu, eh bien elle sait qu'à un moment il va falloir en racheter. Et donc comme ça, quand il nous reste plus que 10 produits en stock et qu'on sait qu'on vend 5 produits par jour, on va recommander, en 2 jours on a reconstitué le stock et comme ça on peut continuer à vendre sans rupture. Et finalement c'est super important que d'aller vite parce qu'en même temps les entreprises elles n'ont pas intérêt à avoir un trop gros stock. Si elles ont un trop gros stock, il faut prévoir le stockage et ça coûte cher. Puis il y a un risque de détérioration des produits. Donc on va essayer d'être en flux tendu. Ce qui sort doit être compensé à un moment par ce qui rentre pour vraiment être le plus optimal possible. Donc c'est là l'idée du système d'information par exemple. La première chose qu'on peut évoquer, c'est le système d'information mercatique, puisque là on se focalise sur le marketing. Le système d'information mercatique ou marketing, le SIM, c'est un ensemble organisé de ressources matérielles, humaines, logicielles et de données et de procédures, donc matérielles, humaines, logicielles, de données et de procédures, donc plein de choses, qui visent à stocker et diffuser aux personnes choisies les informations mercatiques d'une entreprise. Donc on leur envoie l'information dont ils ont besoin au moment où ils en ont besoin. Et on peut très bien dire, bon bah voilà, si vous allez chez Boulanger parce que vous voulez racheter une imprimante et vous avez repéré vraiment l'imprimante que vous voulez sur internet, et bien le vendeur il va vous dire c'est dispo, c'est pas dispo. Et vous voyez, même si vous allez sur le site d'IKEA, même de Boulanger, la disponibilité en magasin c'est quelque chose c'est une information qu'on a très souvent maintenant. Et ça fait partie du système d'information mercatique. Donc c'est utile pour le vendeur, mais c'est utile aussi pour vous, acheteurs, quand vous êtes notamment sur internet. Les objectifs du SIM, c'est de collecter, de traiter, de stocker les informations relatives à la demande, la concurrence, l'environnement, et à la communiquer au bon moment et au bon acteur, cette information. Et forcément, ça va toujours faciliter la prise de décision marketing. Chaque entreprise, elle a aujourd'hui un système d'information qui soit plus ou moins informatisé, mais en tout cas qui va correspondre à ses besoins. Ça peut être un système de fiches si on n'a pas de logiciel, et ça peut être un logiciel aussi. Forcément, elle repose sur la collecte et le stockage des informations, et on peut avoir des serveurs qui vont assembler toutes les données qui sont utiles et qui ont été définis par les gestionnaires de l'entreprise. Encore une fois, il faut que cette information elle soit de qualité, parce que si on a le stock d'il y a 3 jours, ça ne nous intéresse pas. S'il y a une commande qui a été faite et qu'on a beaucoup moins de stock qu'il y a 3 jours, ça ne sera pas de qualité et ça ne nous permettra pas de vendre au mieux, d'être plus efficace. Ces informations, elles peuvent être qualitatives, des rapports, des coupures de presse, des réclamations des clients, la tendance du marché, mais ça peut être aussi beaucoup quantitatif, avec les statistiques, les graphiques sur les ventes, les attentes, le nombre de clients qui sont rentrés dans le magasin, le nombre de clients qui sont sortis sans acheter, etc. Et puis après, vous allez devoir analyser cette information forcément, et c'est l'avantage d'un logiciel, c'est qu'il analyse l'information tout seul et il va concevoir les tableaux de bord que je vous évoquais tout à l'heure, il va les concevoir tout seul. Donc là, il va nous donner des statistiques utiles en temps réel. Et alors forcément, ça c'est un avantage qui va nous permettre de vendre au mieux et de nous adapter au mieux. Si on constate que les acheteurs potentiels ils partent sans acheter, eh bien, on va essayer de comprendre et de réajuster le tir. Imaginez à Disneyland Paris, ils ont des statistiques sur, certainement des statistiques sur le panier moyen qui est dépensé par les visiteurs chaque jour et par visiteur. Et donc, si pendant plusieurs jours de suite, ils constatent que le panier moyen baisse, ils vont essayer de comprendre pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'il y a eu, est-ce que c'était le temps, est-ce que c'était la présentation des boutiques, est-ce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé qui ont fait qu'ils ont moins dépensé que d'habitude. Donc à chaque fois ils vont réadapter pour vendre au mieux, finalement gagner des sous. Je vous ai trouvé ce schéma du système d'information avec la collecte, le traitement
et puis la décision des managers marketing, et puis après on diffuse cette information. Donc ça c'est important parce que il faut toujours s'adapter au marché, et si on ne s'adapte pas, ben, on finit par ne plus vendre correctement. Mais vous voyez que là, quand même, c'est quelque chose d'assez systématisé que je vous présente, et vous imaginez bien que les petites entreprises, elles n'ont pas le temps de faire tout ça. N'empêche que c'est au début de la charge mentale pour le dirigeant qui va, même sans s'en rendre compte, il va quand même collecter ces informations et puis faire en sorte que tout soit disponible pour vendre au mieux au moment où c'est nécessaire. Et après, quand l'entreprise elle se développe, eh ben, elle est obligée de payer quelqu'un ou de consacrer certaines heures de travail à cette recherche d'informations pour être sûr de ne pas se tromper. On a aussi ce SIM qui est complété par le système d'information commerciale, donc le SIC. C'est la même structure, mais lui, il se concentre sur des données opérationnelles commerciales pour entretenir les relations individualisées et interactives avec les clients, et puis chercher à les rendre, à satisfaire les plus profitables, ceux qui dépensent le plus, et à les faire revenir plus souvent. C'est l'exemple d'Yves Rocher. Vous savez, si vous avez la carte Yves Rocher, vous recevez, je sais pas, périodiquement une carte à la maison pour vous proposer des promotions, et puis en fait, il vous repropose aussi des promotions sur les produits que vous achetez en général. Donc ça veut dire qu'avec votre carte, ils savent exactement quels sont les produits qui vous plaisent, et ils vous les reproposent. Ça vient de leur système d'information commerciale. Quand vous avez Netflix qui vous envoie un message, Stéphanie, alors moi j'ai eu là, Stéphanie, voici une série qui pourrait vous plaire, Homeland. Donc là, ils se sont fixés sur les séries que j'ai regardées, et puis ils proposent une nouvelle série qui correspond à peu près. Ils vont comme ça étudier. Et on ne se rend pas compte qu'on est étudié à ce point, mais on l'est évidemment. Donc, évidemment, quand j'ai un système d'information commerciale, il faut que je me fonde sur un logiciel. Et il existe des logiciels comme ça qu'on appelle CRM pour Customer Relationship Management. Et donc, on a la gestion de la relation client. Et voilà les aides qui sont apportées par un CRM. Donc, ça va aider les ressources humaines, la force de vente, le service client, la gestion des opérations et finances, la gestion des équipes de terrain, de projets, le marketing, le reporting. Parce que ce qui est bien avec ces logiciels, c'est qu'ils peuvent aussi aider à la comptabilité. Parce que quand ils ont recensé les ventes et les factures parce qu'on a payé les fournisseurs, etc., ça, c'est des informations qui vont être utilisées. Et comme ça, les entreprises, elles ont des grands logiciels de gestion qui vont les aider à gérer au mieux leurs ressources. C'est pour ça qu'on arrive logiquement au logiciel de gestion intégré. Donc, c'est PGI en français, Progiciel de gestion intégré, et en anglais, c'est ERP pour Enterprise Resource Planning. Et donc, un PGI, c'est une imbrication d'applications informatiques indépendantes, mais qui partagent une base de données commune à tous les services de l'entreprise. Et on dit que c'est un outil de pilotage pour l'entreprise. Et notre PGI, il structure les données du système d'information. Donc, quelle est l'utilité? Encore une fois, on retrouve un schéma un peu similaire à celui de tout à l'heure. On va être utile pour la production, pour la compta, pour la logistique, pour les ventes, pour les ressources humaines et pour le management de projet. Si vous vous rendez compte que vous avez eu moins de ventes, eh bien forcément les ressources humaines, ça va avoir une influence dessus. Et ça permet de prendre des décisions très rapidement. Donc de rentrer vos factures par exemple, et puis de dégager de l'autre côté un élément de rentabilité. Est-ce que les factures qu'on a rentrées, contrairement aux ventes qu'on a faites, eh bien est-ce qu'on a été assez rentable dans notre activité? Et c'est, vous l'avez compris, un outil de pilotage. Il va gérer l'approvisionnement, les ventes, la comptabilité, le contrôle de gestion. On peut faire beaucoup de choses à ces logiciels. Et il y a des entreprises qui se spécialisent aujourd'hui dans la création de logiciels adaptés à certains métiers, adaptés à l'agence immobilière, adaptés aux magasins de prêt-à-porter, adaptés aux fabricants de cosmétiques. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui se font au niveau informatique. On peut évoquer, pour amorcer la fin de ce chapitre, les limites à la gestion de l'information dans une organisation. Il y a plusieurs risques qu'il faut éviter dans cette gestion de l'information.
il faut éviter la surabondance. Comme je vous l'ai évoqué dans ce chapitre, trop d'informations, ça tue l'information. Et du coup, on ne va pas savoir les gérer, ça va nous prendre trop de temps. Et au final, le temps qu'on va gagner peut-être avec cette information, bah, on l'aura perdu en analyse. Donc, il faut éviter la surabondance. Il faut éviter aussi de perdre des informations utiles. Si on n'a pas compris en tant que PDG d'une entreprise d'automobile que bah, les mobilités, elles étaient amenées à évoluer aujourd'hui avec des recherches de transport plus propre et plus respectueux de l'environnement, eh ben, c'est une information utile qui va avoir une influence dans 5 ou 10 ans. Et donc c'est important d'avoir, et c'est le rôle du chef d'entreprise, c'est ce qu'on attend de lui aussi, c'est de repérer les éléments importants, les informations qui vont avoir une influence sur la suite de la vie de l'entreprise. Et puis aussi, lié à cette surabondance, c'est le coût. Quel est le coût du stockage des données? Quel est le coût de la collecte et de l'analyse des informations? Et c'est pour ça que, avant de se lancer dans des études documentaires, des études de marché, il faut quand même avoir une idée précise du budget qu'on peut allouer à ces études. Et c'est là que le progiciel, vous allez le payer cher. Hein. Les entreprises, elles le payent cher, leur progiciel, mais ça peut minimiser certains coûts liés à la collecte d'informations. Ce qu'il faut savoir aussi dans toutes les recherches d'informations, c'est que vos données, elles doivent être... enfin, vous devez protéger les données personnelles des personnes que vous avez interrogées. Le 6 janvier 1978, il y a eu une loi informatique et liberté qui a créé la Commission nationale informatique et liberté, la CNIL. Et la CNIL a pour but de vérifier que vous ne faites pas de liste nominative non autorisée sur quelque information que ce soit. La CNIL elle a la possibilité de sanctionner les entreprises ou les personnes qui auraient fait des listes non légales. La CNIL a déjà sanctionné si on fait un fichier de mauvais payeurs, par exemple, des informations qui peuvent porter préjudice à la personne. Et si jamais vous demandez le nom dans vos questionnaires, eh bien vous devez toujours mettre une mention comme quoi la personne, elle a tout à fait le droit de demander la suppression des données qui la concernent ou la modification des données qui la concernent. En fait, on est très frileux en France sur tout ce qui concerne les opinions, les choses comme ça. Vous ne pouvez pas faire une liste des étudiants qui votent à droite et qui votent à gauche. Imaginez un moment, un régime arrive au pouvoir et il veut tuer tous ceux qui ont voté à gauche une fois dans leur vie. Et bien voilà, on va être en difficulté par rapport à ça. Et donc en France, là, c'est très important, cette protection des données. Quoi qu'il arrive, l'entreprise, elle doit faire attention à ses fichiers de clients. Et elle ne doit pas les divulguer et ne doit pas les vendre commercialement sans prévenir le client. On peut avoir des données qui sont vendues. Facebook vous dit très bien quand vous vous inscrivez, ou Instagram, on va les vendre, hein, vos données. Tout ce que vous allez mettre sur le site, eh ben, on va vendre et vous aurez des publicités ciblées. C'est écrit noir sur blanc, on ne les lit pas, ces conditions générales, mais c'est écrit. Donc, nos données personnelles, elles doivent être traitées de manière licite, loyale, transparente. Elles doivent être explicites et légitimes. Donc, légitime, ça veut dire aussi, on a une raison d'avoir collecté ces données. Elles doivent être adéquates et pertinentes pour l'entreprise. Elles doivent être exactes et tenues à jour. Et puis, elles doivent aussi être conservées de manière temporaire et sécurisée. On entend parfois des fichiers clients qui se seraient fait pirater, et donc là, c'est embêtant. Donc, vraiment, les entreprises, c'est de leur responsabilité de sécuriser leurs données. Donc là, ça ne nous concerne pas trop pour l'étude que je vous demande de faire, parce que oui, je vous dis, ne demandez pas les noms des gens, hein, ça ne nous intéresse pas trop. Mais à chaque fois qu'on a un fichier client, eh bien, il va falloir faire attention à tout ça. Voilà, je crois que je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire sur les informations. Vous voyez, c'est assez vaste. J'ai essayé de vous dire, de vous donner des conseils sur comment vous pouviez vous-même vous servir de ce chapitre pour réaliser votre étude de fin de semestre. Je vous montre rapidement comment on utilise Google Forms. Je tape Google Forms et vous ne prenez pas le premier parce que vous voyez, c'est une annonce. Et vous prenez le deuxième plutôt. Et après, vous pouvez accéder à Google Forms de manière personnelle. Et voilà, vous allez en créer un. Vous pouvez en créer un vide. Et voilà, c'est là qu'on met l'entête.
Donc, enquête sur les shampoings vegan. Shampoing vegan. J'aurais dû prendre un autre exemple parce que shampoing, c'est le mot que je ne sais pas écrire. Vegan, ouais. Voilà, description du questionnaire dans le cadre de mon étude de marketing de fin de semestre. Je réalise, j'étudie le marché des shampoings. Voilà, vous ne voyez plus, alors du coup, fin de semestre. Voilà, j'écris plus. Et donc, bon, vous avez les questions. Donc, la question sans titre, c'est, on peut commencer par, utilisez-vous du shampoing? On peut mettre tous les jours. Et puis là, vous voyez, dès que je remplis, ça me propose une option 2. Donc, tous les 2 jours, 2 fois par semaine, 1 fois par semaine. Et puis, on peut ajouter autre. Voilà. Et donc, je peux dire, si je veux un choix multiple ou des cases à cocher, voilà, des cases à cocher. Hop. Et voilà, après, une fois que je suis là, je passe à la question suivante. Et pour passer à la question suivante, donc là, je me suis remise en plein écran parce que c'est là, en fait, il y a le petit plus, ajouter une question. Et voilà, quelle marque de shampoing utilisez-vous? Et donc on va mettre là Elseve, Yves Rocher, etc. Et donc on lui dit que c'est une question à choix multiple. D'accord? Toutes les questions elles sont déjà enregistrées dans votre drive. Alors vous voyez, je change un petit peu le point de vue. Voilà, c'est ce qu'ils disent. Formulaire sans titre, toutes les modifications ont été enregistrées dans Drive. Et alors là, ça suppose d'être inscrit. Donc là, moi, je suis identifiée sur Google. Et ici, vous avez envoyé. Et donc, envoyer via mail. Ou alors, là, vous pouvez certainement avoir le lien de votre questionnaire. Hop, raccourcir l'URL si vous voulez. Donc, copier. Et puis, je vais vous le mettre sur la page Facebook. Hop, créer une publication, je mets et voilà. Donc vous, théoriquement, vous pouvez cliquer dessus et répondre. Donc j'utilise du shampoing tous les 2 jours et je connais, voilà, tac, envoyer. Donc votre réponse a bien été enregistrée. Et donc là, je suis revenue sur ma page à moi. Et donc, pour y accéder, vous retournez sur Google Forms, et puis après, vous retrouvez les différents questionnaires que vous avez mis en place. Et les réponses, voilà. Vous voyez, il me fait déjà mes graphiques. Donc là, je peux faire un copier-coller des images et puis les mettre dans mon étude, ou alors juste utiliser les pourcentages qui me semblent les plus pertinents. Voilà, j'espère que bon, ça n'a pas l'air pas trop compliqué, hein. J'ai découvert là avec vous et du coup, bon, c'est très faisable. Mais maintenant, ne vous perdez pas dans trop de questions, hein. Vous avez compris, il faut rester simple et j'ai bien compris que vous aviez plein d'autres boulots. Alors, ne misez pas tout, n'utilisez pas tout votre temps pour faire ça. Essayez de bien cibler vos questions, bien cibler les informations dont vous avez besoin.
Allez, on a fini ce chapitre et en plus, on a fini la première partie. Dans le prochain chapitre, on commencera le marketing mix.